Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez bien sûr en rattrapage tous les soirs en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est une semaine à gros enjeux qui démarre pour les investisseurs sur tous les fronts, avec tout d'abord les décisions de banque centrale attendues cette semaine. 4 banques centrales du G10 qui vont se prononcer sur la détermination de leur taux directeur, dont la Réserve fédérale américaine, dont on attend une nouvelle baisse de 25 points de base. Ce sera mercredi soir. La Banque centrale européenne se prononcera, elle, ce jeudi, avec une pause qui va se prolonger pour la Banque centrale européenne ce mois-ci encore. Beaucoup de données macroéconomiques également qui sont attendues, malgré le shutdown américain qui se poursuit. Nous aurons des premières estimations de croissance pour les différents pays de la zone euro et la zone euro dans son ensemble, ainsi que les premières estimations d'inflation également pour la zone euro, les estimations d'inflation du mois d'octobre qui seront publiées cette semaine, et puis bien sûr la dimension commerciale et géopolitique avec la tournée asiatique du président américain Donald Trump qui se poursuit après la Malaisie, place au Japon aujourd'hui, avant d'atterrir en Corée du Sud en fin de semaine pour une rencontre au sommet avec le président chinois Xi Jinping. Notez au passage que les marchés américains ont une heure d'avance pour quelques jours, puisque nous sommes passés à l'heure d'hiver, tandis que les États-Unis sont encore restés à l'heure d'été. Nous n'avons donc que 5 heures de décalage horaire avec la côte est des États-Unis cette semaine. Dans cette ambiance et avec la perspective de ces informations à venir, les marchés sont toujours en mode rallye, avec un rallye en Asie qui a été spectaculaire ce matin. Pauline Gratel vous donnera plus de détails sur l'envolée et les records battus par différents indices actions en Asie, des records également chez nous, en Europe, aux États-Unis, avec un marché chaud qui se distingue particulièrement aujourd'hui, c'est le marché argentin, après la victoire écrasante du parti de Javier Milei à l'occasion des élections de mi-mandat. Et puis une fusée sur le marché américain, c'est Qualcomm qui se lance également dans la course aux puces destinées à l'intelligence artificielle et au centre de données. Le titre Qualcomm bondit d'environ 15% en ce moment à Wall Street. Voilà donc pour le panorama de ce début de semaine sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités dans un instant. Et puis, comme chaque lundi, notre dernier quart d'heure, notre quart d'heure thématique sera consacré à l'actualité politique et économique américaine. Rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas à 17h45 en direct pour notre quart d'heure américain. Tendance, mon ami, chaque soir, nous retrouvons Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Avant une semaine chargée donc, qui sera marquée notamment par les décisions de la Fed ou encore de la BCE, ainsi qu'une nouvelle vague de résultats d'entreprise, bien sûr, les indices actions sont portés par l'apaisement ou l'amélioration du sentiment concernant la relation entre la Chine et les États-Unis. Oui, en amont de la rencontre de Donald Trump et Xi Jinping, les négociateurs américains et chinois ont annoncé avoir établi une trame significative en vue d'un accord commercial. La Chine pourrait retarder ses restrictions à l'exportation de terres rares et racheter du soja aux États-Unis. En échange, les États-Unis renonceraient aux droits de douane additionnels de 100%. Une trame d'accord qui a été saluée par les investisseurs. Oui, de part et d'autre, commençons par les indices en Asie. Ils sont au plus haut avec des records pour le MSCI Asie-Pacifique à Taïwan, le Kospi et le Nikkei. Le Nikkei qui dépasse d'ailleurs pour la toute première fois les 50 000 points. Le Hang Seng à Hong Kong gagne plus de 1%, tout comme le CSI 300. Aux États-Unis, les indices sont en hausse de plus de 1,5% pour le Nasdaq. Le S&P 500 et le Dow Jones s'inscrivent de nouveaux records, tout comme le MSCI World. On le disait en ouverture, l'Argentine est le marché chaud du jour dans le monde. Oui, Javier Milei a remporté les élections législatives de mi-mandat en Argentine avec plus de 40% des voix. Dans ce contexte, l'indice principal d'Argentine, le Merval, bondit de 20% au cours de la séance. Le peso argentin s'envole de 10% face au dollar et les taux d'emprunt à 10 ans de l'Argentine ont fortement baissé. Vendredi, ils étaient à plus de 14% et aujourd'hui, ils évoluent autour de 10%. Que dire
dire de la situation des indices actions européens aujourd'hui, Pauline? En Europe, le Stoxx 600 et le FTSE ont inscrit des nouveaux records à l'ouverture. Globalement, les indices européens évoluaient tous autour de l'équilibre ce matin, avant de finalement s'établir en hausse modérée tirée par l'optimisme aux États-Unis. En France, le CAC 40 évolue autour de 8250 points, toujours très proche de ses records historiques de la semaine dernière. Parlons des autres marchés, à commencer par les marchés obligataires. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4%. Le rendement à 2 ans évolue autour de 3,50%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans s'établit autour de 2,60%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1640 aujourd'hui. À noter que les prix de l'or continuent de se dégonfler avec une baisse de 3,5% aujourd'hui qui ramène l'once à moins de 4000 $. Et l'once d'argent chute également d'environ 5% en ce début de semaine. Et puis revenons aux actions avec la fusée du jour sur le marché américain, c'est Qualcomm. Oui, le titre s'envolait de 20% à l'ouverture des marchés américains. Le groupe a annoncé le lancement de nouvelles puces dédiées au centre de données et à l'intelligence artificielle, avec pour objectif de concurrencer Nvidia et AMD, entre autres. Et puis un petit point d'étape sur la qualité des résultats déjà publiés, en attendant une nouvelle vague de résultats importantes. Un tiers du S&P va publier cette semaine et encore une douzaine de composantes du CAC 40. Oui, d'ailleurs, un quart des entreprises du S&P 500 ont déjà livré leurs comptes et 85% ont dépassé les attentes des analystes. On attend cette semaine les résultats de plusieurs géants de la tech américaine, parmi lesquels Meta, Microsoft et Alphabet, dès mercredi après la clôture. Jeudi soir, ce sera au tour d'Apple et Amazon, entre autres. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline, pour les investisseurs? Demain, les publications des entreprises du CAC 40 reprendront avec Air Liquide, BNP Paribas, Danone et Capgemini. On attend aussi demain les résultats de UPS, PayPal et HSBC. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubreuil nous accompagne, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Nuno Teixeira est à nos côtés, directeur analyse et stratégie de Vega IS. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Et Alain Pitous complète ce trio, senior advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Avant d'évoquer les dimensions de marché un peu global, un mot de l'Argentine, je le disais, qui est le marché chaud du jour. Oui. Alain, signe que les investisseurs n'étaient pas forcément totalement confiants sur une victoire aussi large, en tout cas, de Javier Milei et de son parti à l'occasion de ces élections de mi-mandat. Le PSOE avait d'ailleurs une tendance à être beaucoup déprécié, sous pression avant ce rendez-vous électoral. Clairement, donc il y avait on va dire un bruit médiatique qui était assez négatif sur la tendance avant ces élections, donc qui a pesé sur les actifs financiers argentins, parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va retrouver une période d'instabilité, de doute sur la croissance, sur les échanges, sur l'inflation, etc. Et puis à la bonne surprise, on va dire, donc de ce succès, qui est pas. Tout le monde dit que c'est énorme. Enfin, c'est 40 contre 30, c'est pas non plus. Mais ce qui est important, c'est il garde son droit de veto. C'est ça. Le parti de Javier Milei. Et puis il a besoin de petite coalition, de petites fractions d'opposition pour passer ces... C'est ça. Et le point qui est intéressant aussi, c'est que quand même Buenos Aires, qui est le centre le plus important avec le plus d'électeurs, qui était quand même traditionnellement à gauche, a basculé quand même dans le camp Milei. Et ça donne quand même une tendance sur ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent. Alors, il y avait un soutien américain avant ces élections, avec des messages assez forts de Trump disant que ces soutiens s'arrêteraient si Milei était battu, ce qui génère, vous imaginez, des problèmes en interne, enfin dans l'opposition qui crie au scandale, à la pression externe sur ce qui s'est passé sur les élections. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est, et ça nous renvoie peut-être aussi à ce qui se passe en France, où on est coincé dans tout un tas de tensions contradictoires. En fait, le volontarisme politique peut attirer des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit avec Trump, qui... alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, il fait quelque chose. Après, encore une fois, je laisse chacun libre de penser ce qu'il veut, mais il fait quelque chose. Et Milei, dans une situation qui était quand même extrêmement compliquée, une inflation énorme et des perspectives très mauvaises, en fait, beaucoup de chômage, une misère qui s'accroît,
fait quelque chose, et finalement c'est peut-être ça qui est attendu Le fait de des faire, hommes politiques. ça paye. Bah, Déjà, peut-être, premier renseignement. Peut-être. On dit souvent que ne rien faire, c'est risqué, faire, c'est aussi risqué, mais voilà. peut-être que ne rien faire est plus risqué que de faire quelque chose Peut-être que aujourd'hui. c'est un point de bascule en ce moment, de se dire, enfin, les politiques qui agissent, alors effectivement, ça fait pas que des heureux, mais au moins ils font quelque chose. Bon, là, la réaction du marché est assez épidermique, puis je pense qu'il doit y avoir un peu de viande sur les murs aussi. Je pense qu'un petit peu... Mais bon, chacun ses problèmes. Hein. Voilà. Donc, il fallait pas parier. Enfin, de toute façon, parier sur la politique, c'est quand même un pari qui est quand même toujours assez délicat, parce que quand vous le prenez dans les dents, ça fait très mal. Mario Draghi le répète assez souvent, « When there's a will, there is a way ». Là où il y a une volonté, il y a un passage, il y a une voie, il y a un chemin. Mais quelque part aussi, on le voit sur l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont engluées de partout, et quand il y a une volonté, on finit par trouver des capitaux, on se met d'accord sur des emprunts, on fait des coalitions à géométrie variable, on fait bouger les choses. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller. Hein. C'est ça, pour moi, c'est ça la leçon argentine. Le fédéralisme pragmatique. Voilà. La conception nouvelle mise en avant par Mario Draghi pour faire avancer l'Europe avec ceux qui veulent, dans des cercles concentriques sur des sujets bien. L'espace, par exemple, la semaine dernière, c'était intéressant. Alors, je reste sur l'Argentine, mais on est au cœur de ce qu'on appelle les géoéconomies aujourd'hui, enfin, l'influence américaine, ou en tout cas les États-Unis qui ne veulent pas perdre d'influence dans cet univers sud-américain qui est très important pour eux. On parle beaucoup de la Chine et des États-Unis, mais c'est vrai que du point de vue américain, l'Amérique latine, c'est quand même une zone d'influence majeure. On a vu, c'est pas juste des paroles de Donald Trump, c'est Scott Bessent, le trésor américain, qui met 2 fois 20 milliards sur la table, je crois, pour défendre le peso, Nuno. C'est pas rien, quand même. Non, tout à fait. Non, mais il y a clairement des zones d'influence qui se dessinent quand même dans le monde. Et s'il devait y avoir trop d'influence chinoise en Amérique latine, on voit que les États-Unis sont prêts à jouer leur rôle et à couper court à toute velléité d'une présence trop forte de la Chine, parce qu'ils essayent effectivement de s'implanter. Le retour des péronistes, c'était une porte ouverte pour la Chine, pour retrouver de l'influence, ou regagner, ou gagner de l'influence et des parts de marché. Parce que l'Argentine aurait eu besoin de soutien de toute façon. Donc, si elle les avait pas trouvés du côté des États-Unis, elle les aurait trouvés du côté de la Chine. Il faut voir ça comme une ligne de front supplémentaire de l'affrontement entre l'Empire américain et l'Empire chinois. Tout à fait. Et puis, on voit les velléités quand même de renversement du régime au Venezuela, qui sont à peine cachées. Donc là, on est vraiment soit dans de la menace militaire, soit dans de la menace économique, éventuellement sur les droits de douane aussi, puisqu'il y avait ce levier-là qui aurait pu être activé. Et donc, moi, je me réjouis quand même pour l'Argentine. Disons qu'un peu de stabilité ne fait pas de mal. On peut penser des choses contradictoires sur Milei, mais comme on l'a précisé, il agit. Il y a beaucoup de souffrance quand même dans la population argentine, donc on peut avoir des doutes effectivement sur le résultat. Mais finalement, ça va quand même plutôt dans le sens des réformes, et peut-être que ça peut servir pourquoi pas d'inspiration pour, en tout cas, peut-être un peu moins d'État dans un pays comme la France, où on sent que le poids de l'État freine beaucoup les initiatives. Sûr que la situation reste très difficile en Argentine. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus, et que sans doute la vraie recovery, si on parle, peut-être qu'on parlera un jour de vrai redressement et de vrai recovery, mais ce chemin est encore sans doute... 32% d'abstention quand même en Argentine, ça calme un peu. C'est un record d'abstention. Il n'y avait jamais eu autant d'abstention en Argentine. Donc, bon, attention quand même. Alors que le vote est obligatoire. Il y a des amendes si on ne vote pas. 32, c'est... Il faut réfléchir un peu quand même. Alain Dubreuil, sur tout ça, sur ces... oui, alors... puis on peut basculer sur la Chine et les États-Unis, parce que c'est quand même là aussi. Mais non, mais l'Argentine fait partie. Sur l'Argentine, c'est vrai que, historiquement, la première fois les États-Unis sont affirmés en politique étrangère, c'est avec la doctrine Monroe, qui voulait que justement l'Europe ne s'occupe pas de la zone Amérique. Donc c'était la première Amérique, celle du 19e, celle qui était un peu comme celle d'aujourd'hui avec Trump, c'est impérialiste, genre c'est ma zone. Après, il y a eu l'épisode Wilson où on va sauver le monde, avec de Wilson à Kennedy en passant par Roosevelt. Bon, ils en sont un peu revenus parce qu'à force de sauver le monde et d'avoir des problèmes en Irak, en Afghanistan, etc. Donc on revient à une logique beaucoup plus impérialiste, en fait, mais par zone. Et bon, objectivement, dans des coins comme l'Afrique, où ils ont lâché l'aide au développement, etc., et où clairement la Chine est en train à tout prix de dévaler, quoi. Donc en gros, s'il y a une zone qu'il faut défendre plus particulièrement, c'est évidemment l'Amérique latine. Du point de vue de l'investisseur,
quand on regarde les marchés émergents, enfin, on fait bien une distinction importante entre l'Asie et l'Amérique latine. C'est des zones différentes. Bah, d'ailleurs, quand je joue à certaines sociétés de gestion, des caractéristiques différentes. Oui, c'est ça. En fait, dans l'investissement dans les pays émergents, il y a une dimension politique qui est peut-être plus importante que dans les marchés globaux. Hein. Et de ce point de vue-là, l'Amérique latine est une zone qui était historiquement très complexe, avec moins de croissance que l'Asie. Bah, aujourd'hui, c'est peut-être plutôt l'inverse, parce que la zone, je ne dirais pas qu'elle est homogène. Hein. Il y a toujours des petites crises par-ci par-là, mais d'une certaine façon, elle offre une visibilité qui est un petit peu meilleure que l'Asie, où, en Chine notamment, on ne sait pas trop, notamment il y a la crise immobilière, c'est pas évident d'investir en Chine. Rappelons aussi, dans le passé, l'Argentine est un pays où tout simplement on n'investissait pas parce qu'on pouvait être spolié, comme le furent notamment dans l'histoire de Repsol et la compagnie. Repsol, voilà, donc c'est un pays qui était hors norme et donc voilà, donc qu'avec Milley, puis ce qui est intéressant avec Milley quelque part, c'est que il ose faire quelque chose pour d'une forme d'ultralibéralisme décomplexé que personne n'ose faire, et donc évidemment tous ceux qui sont pas très à l'aise avec tout ça, ils auraient bien aimé qu'il chutât et vite. Et là, pour l'instant, non, ça a l'air de plaire aux gens. Donc, je dis pas qu'en Europe, on va s'inspirer, parce qu'on est très très loin de tout ça, mais peut-être que ça peut encourager ça peut encourager certains réformistes de voir que même quand on fait des potions un peu dures, finalement, ça n'entraîne pas un rejet immédiat. On peut penser à la France, qui est un pays totalement bloqué, où le parti de la rente est dominant et où aucun député, on voit quand même là aujourd'hui, même les LR, qui seraient ceux qui pourraient éventuellement défendre les retraites, on sent qu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc oui, 2027... Partant du présupposé que ceux qui ont intérêt à ce que rien ne bouge sont majoritaires dans le pays. C'est pour ces raisons électorales qu'ils n'osent pas proposer la potion et dire que c'est 2027 qui va résoudre le sujet. Encore faudrait-il qu'il y ait un candidat qui ait le courage de porter la mesure, et visiblement personne n'ose le faire. Donc il ne faudrait pas attendre que ce soit Monsieur Marché qu'il le fasse dans quelques années de manière douloureuse. Alors, pour revenir sur les États-Unis et la Chine, les résultats des entreprises ont été bons. On est globalement porté par l'idée qu'il y a comme une baisse des taux de la Fed qui s'enclenche cet automne. Ça a commencé en septembre, ça a très vraisemblablement continué cette semaine. Et puis, les résultats ne sont pas mauvais, malgré toutes les craintes qu'on pouvait avoir sur les droits de douane, etc. Donc, on verra à moyen terme. Et puis, on a toutes ces annonces d'investissement massif dans l'IA. Donc tout ça, ça aide. Et puis ça, c'est la toile de fond. Et donc voilà. Et le dernier point, le petit à la marge qui fait encore bouger le sentiment de marché, c'est le double plus bon. Là, c'est que les relations apaisement s'améliorent. Mais en réalité, quand on regarde bien, les Chinois ont une carte maîtresse, c'est les terres rares. Ça, on le sait. Ça va être extrêmement long pour pouvoir s'affranchir de cette dépendance. Mais aujourd'hui, c'est encore très dépendant de la technologie américaine, notamment dans les semi-conducteurs, entre Taïwan et les États-Unis. Et aujourd'hui, on peut penser qu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour s'en affranchir. Ça va peut-être être plus rapide, malheureusement, que pour nous de s'affranchir de leurs terres rares. Mais on peut penser que pendant quelques années encore, ils ont trop besoin l'un de l'autre. Donc, ils ne peuvent jamais aller trop loin dans la guéguerre. Et en ce sens, l'apaisement qu'on voit cette semaine, il est heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il est plutôt logique. Donc là, on a... Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a toutes les configurations pour que ça aille bien. Des bons résultats, des taux qui baissent, des énormes investissements dans l'IA. Donc on consomme assez vite de la prime. Et donc pour l'instant le marché est très content et tout se passe bien et on est peut-être reparti pour un nouveau rallye d'ici la fin de l'année. Again, tiré par la tech. Alors ce qui peut quand même poser question, c'est d'une part les valorisations qui commencent à être élevées et puis c'est une sorte d'économie circulaire dans la tech où j'investis dans machin qui investit et puis à la fin si on additionne toutes les sommes d'investissement ça rappelle un peu 2000, les années 2000 dans les télécoms. Et donc, prudence. Il y aura certainement énormément de croissance, mais peut-être qu'il y a des éditions qui sont un petit peu où il y a du double comptage. Mais c'est un peu tôt. Comment vous regardez, Nuno, ce marché et les déterminants du marché aujourd'hui, effectivement, entre la nourriture fondamentale. Alors, on manque de données économiques américaines, mais on a eu quand même un rapport sur l'inflation vendredi pour le mois de septembre aux États-Unis, la nourriture fondamentale apportée par les entreprises, et puis tout ce qui est du domaine un peu plus du sentiment. Et la relation Chine-États-Unis en fait partie aujourd'hui et semble être un driver, au moins peut-être pour quelques jours. Pour quelques jours, oui. Alors voilà, mais c'est ma question. Dans ces différents déterminants, quels sont ceux qui sont vraiment solides et ceux qui peuvent, comme ça, d'un claquement de doigts, passer d'un Parce que les gros sujets entre Chine et États-Unis ne sont pas complètement derrière nous. J'imagine. En fait, là, on a eu une réaction américaine par des droits de douane à des restrictions sur les terres rares, qui elles-mêmes étaient liées à des limitations aux exportations sur des... technologies logicielles ou autres. Voilà, tout à fait. Ça c'est pas réglé.
Donc, on va voir comment, à un moment donné, les Chinois réagissent. On évoque un report d'un an en contrepartie de la non-imposition de ces fameux 100% de droits de douane. Mais pour le moment, le déséquilibre commercial américain, il n'a pas évolué. Les Chinois continuent à peu consommer, pas assez, puisque finalement, structurellement, ils n'ont pas de système de protection sociale suffisamment solide pour ne pas épargner à l'excès. Et d'autre part, le marché immobilier, on l'a rappelé, toujours... et puis surtout, les autorités continuent à jouer la carte de l'investissement industriel pour rattraper, voire dépasser les États-Unis dans tout un tas de secteurs clés, et donc, de facto, vont devenir encore plus compétitifs dans les années qui viennent, et les États-Unis le savent. Donc, il y aura encore des batailles, et l'Europe, malheureusement, est un peu coincée entre les deux, et on a vu les problèmes notamment de l'industrie automobile qui commence à manquer de puces suite à la décision des Néerlandais de prendre le contrôle d'une société Nexperia qui était contrôlée par les Chinois. Donc, tout ça, c'est pas du tout encore stabilisé, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile d'aller don't fight the Fed. Donc, on a une tendance sur la Fed qui était quand même assez claire, avec une priorité donnée au marché de l'emploi. Donc, une perspective de baisse des taux d'intérêt qui va aider quand même les valorisations sur tous ces secteurs qui vont sans doute publier encore. Pour l'instant, les surprises sont positives. Ça semble difficile d'imaginer que sur la tech, ça soit très négatif dans le contexte actuel. Ce sera la semaine de la tech, évidemment. Sur la relation et le couple Chine-États-Unis, il faut imaginer quand même que le découplage de ces deux zones pourra aller peut-être plus loin que ce qu'on imagine, Alain, ou est-ce qu'il y a un niveau de statu quo à préserver parce que le monde est tellement imbriqué que personne n'aurait d'intérêt même géopolitique, à tout couper. J'ai l'impression que, enfin, je crois que c'est Alain qui disait ça tout à l'heure, c'est que il y a certaines choses qui sont résolues maintenant. C'est-à-dire, on évite la déflagration, d'aller faire les malins, aller se mettre des droits de douane, des restrictions, etc. Et puis qu'on monte comme ça. Mais au fond, les Chinois gagnent à ce jeu-là, parce que eux ont la permanence devant eux. C'est-à-dire qu'en fait, Xi Jinping, il est encore là pour tant qu'il est vivant, il peut. On commence à lire 2-3 histoires autour de sa succession. Enfin, j'imagine que c'est voilà. Ça purge, les généraux s'en vont, etc. Non, mais c'est pas une élection avec un terme 2028 qui arrive automatiquement, quoi. Donc ça peut arriver du jour au lendemain, toujours, mais ça peut aussi durer 10 ans. Donc ils n'ont pas une révolution. Et en plus, si vous voulez, je pense que derrière Xi Jinping, il y a des gens qui sont comme lui, quoi. C'est-à-dire qui ont la même stratégie, moyen-long terme. Les investissements qui sont faits sur très long terme. La même mise sur l'Afrique est faite. S'il faut envoyer des bidasses, on envoie des Russes, et puis on s'arrange comme ça, c'est très bien, quoi. Et les Américains, je pense que le partage il est fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'Asie d'un côté, ça va turbuler par endroits de temps en temps, mais globalement, les Chinois ont mis la main sur la zone, il n'y a pas à tortiller là-dessus. Les Américains sont en train de refaire le ménage en Amérique latine, et c'est plié. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà de ces aspects un peu économiques durs, la réalité, les terres rares, etc., il y a aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça fait partie de vos questions, parce qu'il faut qu'on dise aux gens qu'on prépare les micros. On a des questions sur l'or et l'argent, par exemple. Et je pense que derrière ça, il y a ce qui est en train de se passer sur le système monétaire qui est en train d'évoluer. Et alors ça va pas se faire en 15 jours, hein, c'est pas Bretton Woods et c'est pas quelque chose qui va tomber comme ça du jour au lendemain, mais les Chinois sont en train de développer quelque chose sur le plan monétaire pour être en face avec leur puissance économique, hein. Ils sont très très loin de représenter dans les échanges monétaires ce qu'ils pèsent dans l'économie mondiale. Alors ça se fait par des choses très naturelles, très classiques qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'on met des réserves en or pour assurer la liquidité et puis la confiance derrière. Puis derrière, aussi il a une forme de confiance, c'est-à-dire que quand vous avez du yuan qui est baqué sur de l'or, ça vaut peut-être plus que du dollar qui est baqué sur des dettes américaines. Papier, quoi. Voilà. Et au-delà de ça, il y a la technique qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire le yuan digital, il est en place, il est testé.
il y a les stablecoins qui sont en place avec derrière tout ça donc c'est une zone économique qui sera pilotée par les échanges, c'est-à-dire que des stablecoins en yuan backés sur de l'or, ça fait sens par rapport à tout ce qui se passe. Alors, les mouvements de ces jours-ci perturbent parce que l'or qui monte de $100 par jour. Vous regardez la grande tendance. Moi, j'ai l'impression j'ai l'impression que ça, l'or, l'argent aujourd'hui. Et puis l'échange, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je dis pas que le dollar on va pas dédollariser l'économie, simplement que la croissance des échanges, parce qu'il y a pas mal de pays qui vont se poser la question de payer plutôt en stablecoin yuan que d'aller se convertir en dollars avec tous les risques que ça comporte sur le plan. Également, parce que je crois qu'il y a des pays africains qui ont commencé à s'endetter en yuan. À s'endetter en yuan. Donc tout ça, c'est des plaques tectoniques, pardon. Ça met beaucoup de temps à bouger, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que ça va nous piloter. C'est-à-dire que nous, on est quand même liés à tout ça. C'est-à-dire que les systèmes monétaires qui vont bouger, parce que derrière tout ça, ce que veulent les Américains, c'est tokeniser la finance. Ah bah oui. Et BlackRock, ils râlent comme des voleurs de ne peser que 3% de l'asset management mondial. Ils voudraient peser 20%. Donc, ils vont y arriver. Donc, vous voyez, et alors, nous, on est au milieu, les petits Européens. On va tester l'euro digital. La monnaie de banque centrale, voilà, c'est ça. Et on est un peu loin du compte, quand même. Bon. Changement de paradigme monétaire, enfin ça c'est une histoire longue devant nous, Nuno. Et pour revenir à l'or, effectivement, comment vous comprenez, parce que 2025 aura été marqué par cette envolée spectaculaire de l'or qui s'est accélérée encore là depuis l'été. Alors depuis une semaine, ça s'est un peu calmé. Oui. Mais comment vous avez compris ce grand mouvement entre la part un peu fondamentale, institutionnelle, et puis la part aussi retail qui amène beaucoup d'écume spéculative sur ce marché, par exemple? Non, mais c'est clair que l'or n'était pas forcément dans les radars en début d'année, en tout cas pour une hausse aussi spectaculaire. Ce qui est vrai, c'est que côté institutionnel, on a sous-estimé cette volonté, après Trump finalement, de diversification des avoirs des banques centrales, surtout pour les banques asiatiques, qui étaient très bas en fait en termes de détention d'or par rapport à leurs homologues occidentales. Et donc, on peut comprendre, je ne sais pas si c'est lié à cette tokenisation, effectivement, quand on parle à la fin, mais en tout cas, de toute façon, elles avaient besoin de diversifier leurs réserves. Il y avait cette incertitude quand même sur le dollar, malgré tout, avec une volonté de l'administration américaine d'aller vers un dollar plus faible assez rapidement, de faire pression sur la Banque centrale américaine. Donc tout ça, c'était quand même de nature à inquiéter un certain nombre d'investisseurs. Et après, il y a une forme d'engouement spéculatif lié notamment à la facilité d'utilisation maintenant des ETF, qui fait que on peut spéculer, mettre du levier sur ce type de paris qu'on ne pouvait pas forcément faire il y a encore quelques années. Donc tout était réuni, mais ça se corrèle avec les actions. Si ça devient en partie un actif spéculatif, on a vu que quand même toutes ces dernières semaines, l'or montait avec les marchés actions. La corrélation est un peu cassée depuis quelques jours là, visiblement. Oui, mais elle va augmenter de facto, puisqu'il y aura davantage de présence d'or, oui, même dans les portefeuilles de plus en plus d'investisseurs institutionnels ou autres. Et donc, lorsqu'il y aura des volontés finalement de réduire le risque, ça profitera pas forcément à l'or comme par le passé. C'est le statut de l'actif or change un peu. Disons que l'or ne rapporte rien, enfin physiquement parlant. Il faut toujours l'avoir comme une assurance. Donc, une assurance contre quoi? Une assurance contre un dollar qui, effectivement, pouvait faiblir cette année et peut-être encore l'année prochaine, parce que si Trump prend vraiment le contrôle de la Fed, ça reste un risque. C'est sûr. Protection aussi, assurance contre une sorte de dédollarisation du monde. Enfin, sur les questions de commerce international, il faut quand même rappeler qu'il y a une carte du monde qui est assez impressionnante. En fait, si on prend les pays qui commercent plus avec les US ou plus avec la Chine, à part le Mexique et quelques pays occidentaux, c'est tout le monde. Le premier partenaire commercial de la planète, c'est la Chine, c'est pas les États-Unis. Et on peut dire que tout ce que font les Américains en ce moment ne fait en fait qu'accentuer ça.
Donc il se tire un peu une balle dans le pied. Mais bon, donc du coup, le fait de commercer davantage avec la Chine et moins avec les États-Unis, ça donne moins envie d'avoir du dollar. D'autant plus que les États-Unis sont un peu impérialistes sur le dollar. C'est-à-dire dès que vous commercez en dollars, ils peuvent vous imposer des lois, des règles, des ceci, des cela. Donc c'est un pays n'ont plus vraiment envie de s'affranchir. Surtout que les États-Unis ont coupé toutes les aides aux ONG, etc. Donc bon, on peut comprendre cette voilà. Et puis le dernier point, c'est plus global. En fait, c'est dans des pays occidentaux qui ont des dettes colossales. On peut se dire aussi que la monnaie, si un jour on s'oriente vers des restructurations de dettes, etc., éventuellement aussi de la planche à billets, on ne sait jamais. Donc, toute chose égale par ailleurs, un peu plus d'actifs réels, ça peut aider aussi. Ouais. Bon. L'idée, la baisse débasement. Alors, c'est l'idée quand même du débasement. Voilà. Et en plus, une relative baisse des taux qui rend les détentions d'or moins coûteuses que quand on avait des taux très élevés, comme depuis il y a 2 ans. Ouais. Bon. Puis il y a du mécanique quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'or qui est stocké l'or qui est stocké dans les banques centrales, vous le reverrez plus avant des années. Et l'argent qui est consommé, même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de consommation que pour l'argent que d'offres. Donc tout ça, ça fait une espèce d'entonnoir. Et c'est vrai que les Américains sont un peu gênés, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire baisser le dollar, puis ils se sont rendus compte que ça avait un impact sur les taux et que ça risquait de leur rendre difficile le placement. Donc ils ont trouvé des artifices pour essayer de compenser ça. Et tout ça mène vers une forme de retour d'actifs réels quelque part, quoi. Ouais. Bon, allons-y justement sur les États-Unis, la dette et la réserve fédérale américaine. C'est la semaine de la Fed. Nuno, je crois qu'on l'a tous dit plus ou moins autour de cette table. Le marché, et on aura encore 25 points de base ce mois-ci. Est-ce que c'est possible qu'on enchaîne encore derrière avec une 3e baisse de taux? Ça va être un peu la question, j'imagine, que le marché va se poser cette semaine. Et est-ce que la Banque centrale est fondée, légitime à baisser ses taux au moment où l'inflation tourne encore autour de 3% aux États-Unis? C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question il y a quelques temps, mais je crois qu'on ne se la pose plus, tout simplement parce que on a quand même une Fed qui, certes, reste indépendante, mais commence quand même à préparer le terrain. Peut-être que si elle agit un peu avant la nomination du futur patron de la Fed, la marge d'ajustement ensuite sera un peu plus faible. Et c'est vrai aussi que les évolutions du marché de l'emploi, il faut quand même un tout petit peu les anticiper. On voit la tendance quand même de dégradation du marché de l'emploi depuis quelques temps, aux imprécisions statistiques près, parce qu'il y a quand même des ajustements monstrueux. Moins 900 000 emplois sur l'année dernière, enfin un peu à cheval sur 2025, c'était énorme. Et donc, on peut quand même basculer de l'autre côté des créations d'emplois avec des destructions d'emplois. Il y a peut-être d'ailleurs des choses à imaginer du côté de l'IA, parce que on peut quand même imaginer que dans certains secteurs, ça va entraîner quelques baisses d'effectifs. Par exemple, en tout cas, les justifications qui sont apportées sont souvent liées à l'IA. Voilà, tout à fait. Bonnes ou mauvaises, mais elles peuvent... Dans un premier temps, c'est d'abord une vague de destruction d'emplois avant de créer peut-être de nouveaux emplois demain. Mais il y a un intervalle, effectivement, qui est plutôt négatif. Exactement. On a encore des taux réels aux États-Unis qui sont quand même assez élevés. Donc, la marge de baisse, elle semble quand même assez évidente. En tout cas, pour cette année, pour l'année prochaine, ça sera un peu dépendant du nouveau patron de la Fed. Alors, on parle beaucoup de Kevin Hassett, d'un des deux Kevin, parce qu'il y a Warsh et Hassett. Voilà. Qui pourrait être probablement plus proche des vues de Donald Trump qu'un certain nombre d'autres candidats. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que jouent un peu les investisseurs en ce moment, c'est-à-dire un rallye de fin d'année qui est encore dans une perspective assez claire par rapport à l'évolution des taux directeurs sur les prochains mois. Qu'est-ce que ça implique pour la Banque centrale européenne, alors qui s'occupe de sa zone, j'entends, mais de voir une Fed qui est capable d'être en action à ce stade? Est-ce que la BCE regarde le train passer ou le marché attend plus grand-chose? Peut-être on est en train d'essayer de repricer une baisse de taux future de la Banque centrale européenne, mais comment comprendre le message qui va sans doute être répété cette semaine de la BCE qui nous dit qu'elle est bien positionnée, qu'elle est confortable avec ses 2% de taux de dépôt. Elle avait pris les devants. Et qu'elle attend de voir. Mais elle avait agi pendant que la Fed n'agissait pas.
finalement. Oui, l'enquête, c'est Bloomberg ou un sondage auprès des économistes qui attendent plus rien de la BCE pour 12 à 24 mois, je crois, pendant 2 ans. Les économistes qui diraient la BCE ferait plus rien pendant 2 ans. En fait, elle a atteint le taux neutre, comme elle le dit elle-même. Maintenant, en réalité, je pense que pour aller plus loin, il faudrait que ça se dégrade. C'est ça. Donc, elle attend. Elle va pas agir proactivement, elle va plutôt agir. On lui reprochera a posteriori, évidemment, mais pour l'instant, comme on est au taux neutre, il se garde les munitions pour baisser si ça va vraiment pas bien. Exactement. Et pour l'instant, on projette quand même une inflation à 1,5. Oui, non, mais côté inflation, côté inflation, il n'y a pas de problème. Hein. Une BCE qui projette une inflation à 1,5, on est quand même. Il pourrait pas à côté de la cible. Non, mais en réalité, s'ils étaient la Fed, ils auraient pu baisser. Mais comme c'est la BCE et qu'ils sont prudents, gna gna gna. Mais a priori, moi, à court terme en tout cas, je pense que pour qu'ils fassent quelque chose là maintenant ou peut-être même en fin d'année, il faudrait que ça se dégrade. Sinon, ils feront rien. L'euro c'est pas exclu, fort contre dollar, par exemple. Si la Fed continue à faire de la surenchère l'année prochaine et que le dollar dévisse complètement, peut-être que du coup, ils accéléreront aussi. Ça leur laissera aussi un petit peu de marge de manœuvre. Sur ces jeux de banque centrale. Il y a aussi un problème, c'est je pense que nos amis de la Banque Centrale Européenne regardent avec effarement ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons qu'il y a un problème politique en France dans les 3 mois qui viennent, ce qui est quand même largement possible. Ils seront peut-être bien contents d'avoir des munitions et de ne pas avoir agi proactivement en se disant que peut-être l'inflation, machin, et qu'il y a un problème politique qui les oblige à faire... qu'il n'y ait pas de contagion sur les taux, qu'on n'aille pas chercher le mouton noir à travers l'Europe à coût de centaines de milliards. On va peut-être mieux éviter. Quoi. Donc, je pense que... C'est mal. Hein. Ouais, c'est ça va pas assez mal. Je pense que c'est ça pas que ça va bien. C'est ça, oui, c'est ça le sujet. Quoi. Alors, ceci étant, on parle de ralentissement du QT aux États-Unis. Oui, on va stopper la réduction du bilan. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas étonnant, ça. Oui, mais si les États-Unis le font, peut-être que la BCE pourrait être un petit peu amené à le faire. Oui, mais ils ont bien tamponné déjà. Toujours pareil, ils vont attendre. Ils ont bien rechargé leurs munitions. Alors nous, on a plus de mal à le faire. Bon, en attendant, tout va bien sur les marchés quand même. Oui, tant mieux, pourvu que ça dure. Donc là, je pense que non, mais là, si vous voulez, je pense que mais c'est fair price, c'est correct. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on oublie de pricer des risques aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des canaries, effectivement? Alors, on a parlé dans le private credit, etc. Voilà. Oui, c'est des accidents normaux dans la vie d'un cycle, de marché, etc. Ou est-ce qu'on a déjà des niveaux d'alerte qui doivent résonner? Je pense que le marché, il est en train de tamiser tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, vous avez vu, la semaine dernière, c'était quand même assez spectaculaire. Dès que vous annonciez un bon résultat, c'était plutôt bien accueilli. Mais il fallait mieux pas être du mauvais côté de la balance parce que vous preniez un moins 10, moins 15. Donc je pense que le marché, il fait ça, il nettoie et en réalité, vous avez un panier de valeurs et de secteurs aux États-Unis qui font la hype et qui font le bruit. Et c'est intact. Ça, c'est intact. En fait, il y a des évolutions quand même, parce qu'effectivement, Qualcomm, on avait eu Oracle. Oui. Alors moi, je trouve que c'est ça. Il y a des revenants, quoi. Il y a des revenants, voilà. Et les très grands, si vous regardez, ils sont pas forcément excessivement Apple chers. Revient aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et si vous regardez tout ce panier-là de valeurs qui ont tiré le marché quand même pendant des années, ça va plutôt pas mal. Et on parle de bulles, mais il n'y a pas de bulles sur ces valeurs-là. Par contre, à côté de ça, vous avez tout un tas de valeurs. Prenez quelques thématiques autour de l'énergie, autour du quantique, etc. Fission nucléaire, qui sont alors, à des prix, mais complètement délirant. Mais une boîte de fission qui se paye 18 milliards, zéro chiffre d'affaires depuis le début. Au clos, IonQ, c'est pareil, ça se paye, je sais pas combien de fois. Vous avez Palantir qui se paye 400 fois le chiffre d'affaires. Donc, il y a des moments, et ça, c'est vrai que ça entraîne un peu un bruit de bulle. Parce qu'effectivement, sur quelques valeurs comme ça, il y a un bruit de bulle. Mais encore, moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux États-Unis pour la valorisation. C'est les marchés cotés valorisent comme le private equity. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs qui sont dedans ne vont pas vous vendre ces valeurs-là à 40 fois les résultats. Puisqu'ils ne font pas de résultats, eux, ils se disent, si ça, je vais attendre les résultats. J'attends. Ouais. Et puis, le truc, c'est que, et c'est ça ce qui se passe, moi je trouve, ce que j'entends des gérants, c'est que au début de la hausse, il y a des ajustements, on prend un peu de cash, machin, tout ça. Puis à un moment donné, quand vous avez tellement gagné, vous vous laissez porter, vous vendez plus, puis vous attendez que ça se passe, quoi. Et vous faites de la perte en faisant ça. Est assez bas. Oui, de toute façon, donc c'est pas bien grave, quoi. Allons-y, quoi. Après, ce qui est intéressant, Nuno, c'est quand même, on fera le bilan de 2025 quand le temps viendra, mais quand même. On est tous focalisés sur l'IA, le Nasdaq. Alors oui, il y a des petites boîtes comme ça, quelques milliards de capis qui peuvent s'envoler de 1000% en 4 jours. Alors la semaine dernière, c'était Beyond Meat, le retour de 1000% en 4 jours. C'est pas vraiment de la tech. Bon, voilà, non, mais c'est pas rentable en tout cas.
Et à côté de ça, le Kospi, c'est plus 70% cette année. L'Ibex en Espagne, c'est plus 35%. Le FTSE MIB, ça doit être à un plus 20 ou plus 25. Le DAX, pareil, c'est un plus 20. Enfin, il y a plein d'écosystèmes plus traditionnels qui ont délivré des sacrées performances. Oui, on a commencé par les émergents qui, cette année, font mieux en dollars que les marchés développés. Donc ça, c'est quand même l'effet baisse du dollar, baisse des taux. Et on s'appuie sur un truc qui est solide. Là aussi, ma question, c'est est-ce que c'est un cycle? Est-ce que c'est une tendance longue? Est-ce que derrière... En tout cas, c'est les moins chers en moyenne. En moyenne, évidemment. Donc là, il y a des opportunités, clairement, de revenir un petit peu sélectivement. Ça reste valable. L'Amérique latine, bon, bah, ça se paye pas super cher. La Corée, il y a quand même... Bon, là, c'est très dominé par une valeur, évidemment, et la tech. Donc, on peut trouver un peu de tout dans les marchés émergents. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pays en Europe qui ont quand même profité de retours d'appétit assez importants. Mais l'Europe, ça se paye un peu plus que la moyenne historique. Mais ça reste également... Nous, on a plutôt renforcé... on est revenu surpondéré après avoir hésité un peu sur le mois d'octobre. On a été neutre. On attendait un peu une consolidation. Elle n'est pas venue. On a remis un petit peu de risque sur l'Europe et les émergents en laissant la position américaine neutre. Ça a changé, Bon, voilà. Et puis, on est assez confortable. Mais c'est plutôt sur ces marchés-là qu'on a envie de se renforcer, effectivement, aujourd'hui. C'est plutôt dans ces zones-là. Oui, parce qu'on pense notamment sur les bénéfices. Ça va se croiser l'année prochaine avec les États-Unis. C'est-à-dire que l'écart va se réduire énormément, tout simplement parce que l'euro... on n'aura pas l'effet de renchérissement de l'euro contre le dollar, on n'aura pas l'impact droit de douane en plus. Donc, voilà, donc on devrait avoir des croissances. On aura de la croissance bénéficiaire, enfin. Puis après, vous faites un sondage, excusez-moi, je te coupe 2 secondes, mais vous faites un sondage, vous demandez à 100 gérants si les marchés baissent de 10%, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a 95 qui vont vous dire j'achète. Oui. Et donc baisser de 10 là. Voilà. C'est autre chose. Mais enfin, en tout cas, ça fait. Il y a un mur d'achat dès que les marchés baissent. C'est reparti. Beaucoup de liquidité. Et puis le retail achète beaucoup. Le retail achète beaucoup. Oui, tout à fait. Énormément. Ça. Et donc on va avoir une dynamique bénéficiaire en notre faveur, enfin peut-être là dans les 12 prochains mois. Vraisemblablement, oui. En Europe versus les US. On espère parce qu'en fait, quand on regarde la là, on est à zéro là. La performance des marchés européens. 3 ans ou 4 ans qu'on est à zéro, qu'on finit les années. Cette année, les marchés européens ont essentiellement fait du re-rating. On a gagné 2-3 points de multiples. Alors, en précisant quand même que les banques ont une vraie croissance de résultats. Il n'y a pas de re-rating. Malgré des croissances à plus 30, plus 50, plus 60 selon les grands noms, on est encore sur des valorisations qui sont tout à fait raisonnables. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que quelque part, sauf effondrement des taux ou crise systémique, je pense que les banques européennes restent globalement et vont abordables. À nouveau un trimestre, je pense, des dizaines de trimestres qu'elles battent les attentes, que les analystes relèvent les espérances bénéficiaires sur le secteur bancaire en Europe. Il y a une bonne dynamique de résultats. Et là, ça va encore se vérifier. Une bonne dynamique de résultats. Il y a la digitalisation qui permet quand même d'améliorer les coûts. On a des business models qui sont moins sur le net interest income et davantage sur le fee income, avec la gestion d'actifs, avec la banque assurance, avec pas mal de choses. Et du coup, en fait, là, oui, la capacité bénéficiaire est toujours là. Et puis bon, même les réseaux d'agences bancaires, ils sont en grande réduction. Enfin, ils optimisent quand même pas mal leur mix. La rentabilité sur les fonds propres, elle est très bonne. Parce que ce qui s'est passé sur les banques, c'est bon, on a eu le bain de sang de 2008. Puis après, il y a eu un rebond, mais très court, pendant 6 mois, et puis après, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis pendant surtout 2010-2015, quand elles ont recommencé à gagner un peu d'argent, tout est parti dans les fonds propres, avec BAL 3, BAL 4, etc. Bien sûr. Et à partir de 2015, elles ont commencé à mieux gagner leur vie, mais là encore, entre 2015 et 2020, c'était encore non, il ne faut pas distribuer, etc. L'inversion de la courbe des taux. Et puis voilà, en plus, donc tout le monde a donc en 2020, puis après le Covid, bref, en 2021, les banques étaient au fond de la mine, c'était 3 fois plus bas, enfin en termes de valo. Même si on prend la multiplication du nombre d'actions à cause de 2008, en fait, c'était 4-5 fois plus bas que le plus haut de 2008. Et puis depuis, on a repris quasiment, on a quasiment doublé, mais on est encore loin des plus hauts, même en tenant compte de la dilution. Mais ça peut être un cycle comme 2000-2007, qui a été un cycle ultra porteur. Oui, mais à l'époque, en 2007, qui était porté par de mauvaises raisons, c'est-à-dire une prise de risque excessive avec des capitaux insuffisants. Aujourd'hui, on a une rentabilité sur son fonds propre qui est à 2 chiffres. C'est mieux que 2000-2007. Aujourd'hui, on peut dire qu'elles reviennent plus vers une valeur raisonnable, mais avec une dynamique de résultat qui est toujours là. Le seul truc qui pourrait enrayer la dynamique, c'est une remontée des risques sur les crédits. Aujourd'hui, ils sont très très bas et en fait, elles ont été tellement droguées
avec BAL 4 qu'elles n'ont plus le droit de faire trop de risques, en fait. Donc, le risque crédit est très bien maîtrisé. Bon. En Europe, la qualité du secteur bancaire, de la thématique reste intacte. On garde les banques, Alain? Oui, bof. Moi, c'est pas. Non, c'est mieux que le Nasdaq depuis 2020. Oui, c'est très bien. Continue alors. En revanche, l'auto, pour nous, c'est. Oui, ça c'est. L'auto, la chimie, parce que l'énergie est trop chère, hein, tout simplement. Et l'auto, parce qu'on est complètement dépassé. Tout a un prix, non? Faut pas qu'il y ait juste pour les banques, il ne faut pas qu'il y ait un problème sur le souverain quand même. Mais bon. Oui, bien sûr. Ça tient. Oui, tout va bien. Oui, c'est pour cette raison qu'on évite un peu les banques françaises quand même. Voilà. Est-ce que, dernière question, Nuno, est-ce que les publications d'entreprises peuvent entretenir l'idée d'une rotation sectorielle dans nos marchés, alors qu'ont été tirés par les banques, par l'industrie, le thème des infras en général? Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de plus défensif, de plus tourné vers la qualité, par exemple? Oui, il y a un secteur qu'on a repondéré ces derniers mois, c'est la pharmacie. Ah oui. La santé, c'est vrai qu'il y a probablement un peu moins d'incertitude. On voit, en plus des opérations de M&A qui commencent à venir, Novartis, c'est vrai. qui vient d'annoncer une opération à 12 milliards quand même. Donc voilà, il y a un peu d'animation sur ce secteur qui était quand même... c'est encore un secteur de croissance, même si la croissance est plus faible. Et presque value. Donc, et là aussi, des deals avec l'administration américaine qui peuvent offrir un peu de visibilité, notamment sur le prix des médicaments. C'est le deal Pfizer qui a monté le secteur de 5 derrière, mais le secteur globalement a rebondi de 10% parce qu'on s'est rendu compte. C'est quand même un secteur aussi, l'innovation va arriver dans la vraie vie quand même. C'est ce qui est quand même, c'est normalement. Il y a des la dimension IA n'est pas tellement pricée. Non, mais il y a des pipelines intéressants. Oui, c'est ça. Sanofi a très bien publié, je crois, la semaine dernière. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour entamer cette semaine chargée avec de gros enjeux sur la macro, les banques centrales et les résultats d'entreprise. Nuno Teixeira était avec nous, Vega IS, Alain Dubrul, Claresco et Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, le thème, c'est l'actualité politique et économique américaine. Et c'est donc notre quart d'heure américain. Nous retrouvons à distance, en visio, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en direct. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous chaque lundi pour décrypter la vie politique, économique, tumultueuse parfois des États-Unis. On reviendra dans quelques instants avec vous sur ce 27e jour de paralysie administrative et budgétaire, ce fameux shutdown. Mais d'abord, petit pas de côté pour nous rappeler combien l'Amérique reste un pays profondément capitaliste, Pierre-Yves. Alors oui, les New-Yorkais sont, semble-t-il, sur le point de choisir un socialiste comme maire, ce qui nous promet quand même des moments intéressants entre la communauté d'affaires new-yorkaise et City Hall. J'ai voulu revenir sur les fondamentaux du capitalisme américain. Alors, il y a plusieurs moyens simples d'essayer de le faire. Nos petits concurrents américains, vous savez, les chaînes télévisées financières, Fox Business, 200 000 personnes regardent chaque jour. CNBC, à peu près autant. Fox est d'ailleurs passé légèrement devant CNBC. Donc, il y a déjà 400 000 personnes, 400 000 Américains qui regardent ces deux chaînes le matin, presque autant que nous, vous voyez. Une autre manière de comparer, pour vous donner un ordre d'idée, Good Morning America sur ABC, qui est le grand show télévisé du matin, c'est 2 700 000. Alors, les Américains sont-ils, malgré ce que certains veulent nous faire croire, toujours aussi capitalistes qu'avant? Eh bien oui. C'est frappant même de voir que la proportion d'Américains qui détiennent des actions, soit directement dans le portefeuille, soit par le biais de SICAV, je crois, on appelle ça en français, de mutual funds, de fonds mutuels, est à peu près stable depuis au moins 20 ans. En 1998, cette proportion était de 62%, c'est la même aujourd'hui. On a observé de légères variations, en particulier à la suite de la crise de 2008, et entre 2013 et 2016, cette proportion, qui est de 62 aujourd'hui, était tombée à 52. Mais 52, comme point le plus bas depuis 25 ans, plus de 25 ans, c'est tout de même assez élevé. Je ne sais plus quelle est la proportion en France, mais je crois que c'est beaucoup moins.
quand on regarde comment cet actionnariat populaire s'éclate en fonction de critères socio-économiques, alors là, je suis désolé de le dire pour les woke, mais le genre n'entre pas en ligne de compte. Les femmes comme les hommes détiennent en proportion autant d'actions aux États-Unis, de même que les préférences politiques ne font pas de différence. Ça, c'est peut-être plus surprenant. Il y a vraiment un consensus social autour de la détention d'actions. C'est ce que vous dites, Pierre-Yves, là. Exactement. Les démocrates sont tout aussi capitalistes que les républicains. Je sais, c'est un sujet de désespoir pour certains grands esprits. Alors, plus on est riche, plus on a un niveau d'éducation élevé, d'ailleurs les choses sont étroitement liées, plus on détient d'actions. Quelques chiffres. 52%, donc c'était le point le plus bas auquel on est arrivé entre 2013 et 2016. 84% des diplômés d'université sont détenteurs d'actions aux États-Unis. 87% des personnes qui déclarent des revenus annuels supérieurs à $100 000 sont détenteurs d'actions. Ça n'est pas très surprenant. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans ces chiffres, que j'ai pris dans un sondage réalisé par la société Gallup, qui fait le même sondage depuis plus de 30 ans, ce qui nous permet donc de comparer d'une année sur l'autre, c'est qu'il y a un élément socio-économique qui intervient et qui semble vraiment déterminant dans la décision de détenir des actions en portefeuille, c'est celui du statut marital. Quand on est célibataire, la proportion de détenteurs d'actions tombe à 49%. Quand on est marié, elle grimpe à 77%. Alors là, si j'étais étudiant en doctorat de sociologie, de socio-économie, je me pencherais sur cet étrange phénomène. Et puis, vous me voyez venir, il y a d'autres catégories qui sont couramment détaillées dans les statistiques américaines, qui sont, je crois, souvent interdites en France, en fonction de l'ethnie, qui nous permettent de dire que, oui, les Blancs, souvent parce que ce sont aussi parmi les Blancs que l'on compte les plus riches d'ailleurs, les Blancs détiennent plus d'actions en proportion que les Noirs, 70% pour les Blancs adultes. Pour les Afro-Américains adultes, la proportion est de 53%. Pour les hispaniques adultes, elle est de 38%. Vous voyez quand même dans ces catégories que parfois sont stéréotypées, y compris dans la presse américaine, le capitalisme est quand même quelque chose qui fait consensus. Bon, un consensus capitaliste préservé aux États-Unis, on pourra s'en réjouir. Pierre-Yves, les États-Unis, il n'en reste pas moins qui vivent au rythme de la paralysie. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça affecte le quotidien des Américains aujourd'hui. En tout cas, cette paralysie budgétaire, elle se poursuit. 27e jour aujourd'hui. Faut-il comprendre que la situation de shutdown satisfait le camp majoritaire et la présidence à la Maison-Blanche, Pierre-Yves? Alors, écoutez, le président Trump, ça n'a pas l'air de l'empêcher de dormir. Il profite de cette situation pour afficher beaucoup d'activités à l'international. Le shutdown ne l'empêche pas d'aller en Israël, d'aller en Égypte. Il était en Malaisie au cours du week-end. Il est au Japon aujourd'hui, où il a rencontré l'empereur, qu'il a d'ailleurs qualifié de great man, alors que, si j'ai bien compris la culture japonaise, l'empereur japonais est un dieu, mais great man, l'empereur n'a pas l'air de lui en tenir rigueur. Beaucoup d'activités donc pour Donald Trump, qui ne se laisse pas du tout paralyser par ce shutdown qui, je dirais pour l'Américain moyen, présente le plus gros inconvénient que l'annulation de 1400 vols par jour, ou le retard important de 1400 vols par jour, parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme, car les aiguilleurs du ciel doivent continuer de travailler sans être payés. Nous sommes le 27 octobre, ça dure depuis 27 jours et ça commence à faire long. Qu'est-ce qui va se passer? Une date importante, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, au lendemain de Halloween, s'ouvre la fenêtre de shopping de l'assurance maladie pour les Américains. Les Américains qui doivent aller, ce n'est pas le cas de tous les Américains, mais ceux dont l'assurance n'est pas couverte par leur employeur,
et qui doivent être sur le marché privé de l'assurance pour acheter, à compter du 1er janvier, une assurance ou la faire renouveler, ont une fenêtre entre le 1er novembre et la fin décembre. Ouais. Cette fenêtre va s'ouvrir et, si l'on en croit ce que nous dit la presse démocrate, les primes d'assurance vont exploser. Elles vont exploser en particulier parce qu'il y a quelque chose comme 24 millions d'Américains qui ont besoin de subventions pour accéder à cette assurance maladie privée et dont ces subventions vont disparaître car au cours du mois de juillet, dans la grande loi de Donald Trump, ces subventions ont été éliminées. Donc peut-être que beaucoup d'Américains vont se réveiller début novembre en s'apercevant qu'à partir du 1er janvier, ils vont devoir payer beaucoup plus cher et que ça va changer le rapport de force parce que pour l'instant, dans les sondages, les Américains qui sont consultés, qui est le plus responsable de cette situation de blocage? Les républicains sont à 45% et les démocrates sont à 39%, ce qui n'est pas un écart très très significatif et qui montre que ce grand soulèvement d'impopularité sur lequel les démocrates comptaient, pour le moment, ne s'est pas vraiment produit. Bon. Tout ça aura un coût macroéconomique, il faudra le mesurer en temps et en heure, Pierre-Yves, mais un mois quand même, ça dure dans un moment où la consommation est à, j'allais dire, un point clé de la dynamique de la croissance américaine. C'est très mauvais pour les salons de coiffure à Washington, c'est très mauvais pour les restaurants à Washington, c'est très mauvais pour les stations-service, c'est très agréable pour circuler dans Washington. 15 milliards de dollars par semaine, c'est le coût que l'on estime pour l'ensemble de l'économie américaine de ce shutdown. C'est difficile à mesurer parce qu'une fois que le shutdown s'arrête, les fonctionnaires, en particulier ceux que l'on a obligés à travailler sans salaire pendant déjà 27 jours, vont être payés rétroactivement. Donc ils vont surconsommer au cours des semaines qui vont suivre la fin du shutdown, ne pouvant rattraper qu'en partie ceux qui n'auront pas pu dépenser. Les restaurants qui sont vides aujourd'hui ne seront pas 2 fois plus pleins, ça n'est pas possible. Et oui, c'est même encore plus vrai pour le coiffeur. Hein. On a raté une coupe chez le coiffeur, on va pas aller en faire 2. Je vous regarde en même temps, Pierre-Yves. On va pas aller en faire 2 une fois qu'on aura été payé après la fin du shutdown. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Je fais beaucoup d'économies de coiffeur. Merci pour cette chronique hebdomadaire de la vie économique et politique américaine sur l'antenne de Smart for Change dans Smart Bourse chaque lundi 17h45 si vous nous suivez en direct, ce quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr comme tout le reste en replay sur bismart.fr.